Pendant cette période d'incertitude et de violence, les Français vivant en Haïti ont décidé de se réunir dans un restaurant des beaux quartiers de Port-au-Prince. Il y a des binationaux, comme cette jeune femme, Dora Dutour, revenue en Haïti au lendemain du séisme pour aider son pays. Je suis avocat en Haïti et je plaide. Maintenant, les tribunaux sont fermés depuis 1 mois et demi, mais normalement, oui. L'hôpital général n'a pas été reconstruit. On n'a même pas d'école sur lesquelles on peut s'appuyer et dire, bon, bah, au moins on a mis 1 million là. À part les tronçons de route, il n'y a pas d'électricité. La situation parle d'elle-même. Moi, j'ai plutôt l'impression que les dollars ne sont jamais arrivés. Ou s'ils sont arrivés, ils sont passés par la mauvaise gestion de l'humanitaire ou de la première aide humanitaire. Mais je pense que c'est le problème du siècle dans lequel on vit. L'aide au développement n'est pas vraiment bien allouée, on va dire. Donc il y a plein de gens, plein de bonnes volontés, mais je ne sais pas, le système est à repenser, d'après moi. On a réfléchi, on a demandé, et puis ça s'est fait, boum, bim, et puis voilà. Puis avec les problèmes de sécurité, c'est bien d'avoir fait le midi. Ouais, non, on ne pouvait pas le faire le soir, quoi, oui, ça c'est sûr. Celui qui a organisé cette réunion pour sortir les Français souvent terrorisés de chez eux, c'est Brice Dumanois. Arrivé il y a 9 ans en Haïti, à 22 ans, il est tombé amoureux de ce pays. Alors, la communauté était à peu près, il me semble, de 1800 Français, on est passé à 1500. Donc il y a eu beaucoup de départs. Donc bon, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps dans le pays. Et maintenant, en effet, on essaye de les remettre en confiance. Bon, là, par exemple, la situation va mieux là depuis quelques jours. Et donc, on essaye de se rassembler. Il y a toujours des entreprises qui vont fermer. Maintenant, dire que les entreprises partent, c'est vrai que ça ne met pas forcément en confiance. On est absolument d'accord. Maintenant, de dire qu'il n'y a pas d'investissement, ça c'est faux. Vous avez par exemple le nouveau port qui va être ouvert. C'est Bolloré qui est en train de faire ce port. Vous avez des usines, c'est des millions de dollars. Donc, il y a des choses qui se font. Après, certainement, le climat n'était pas favorable. Et on sait que 2020, tout va bien se passer. Donc on reste positif. L'hôtel était vide. Garder espoir, ce pourrait être la devise de Brice Dumanois. Il est responsable des ventes d'un hôtel de luxe en bord de mer, à moins d'1 heure de Port-au-Prince. C'est sûr que bon, les 2 derniers mois étaient très difficiles, même en termes de sécurité. Donc personne ne pouvait venir à l'hôtel. On comprend les manifestations qu'il y a eu, on comprend la situation. Maintenant, c'est sûr que pour les hôtels de la côte, c'est pas une bonne chose, on va dire, au niveau business. Finalement, la route est ouverte, donc bon, vraiment excité d'y aller, très content. Et voilà. Comment il est? En forme? Voilà. Cela fait 2 mois que Brice n'est pas venu au Royal Decameron. Route bloquée et surtout pas de clients. Il retrouve Fernando, le directeur de l'hôtel, resté coincé sur place. Ça va? Welcome back. Merci. Joël. Good, Brice? Bonjour, ça va? You're all mic'd up there. Yeah. So, How's the road? Et comment était la route? open. Yeah. So, all good. Bravo, vous venez de Port-au-Prince. Nous avons fait la route hier. Le pays est débloqué. Finalement. Mais merci parce que vous venez. You know, we were open during all this time, like 2 months. Oui, nous savons. Nous avons parlé à Fernando. Prière pour Fernando. Et le service a été le meilleur. Rien ne manque. Tout est là. C'est un vrai luxe d'avoir un endroit rien que pour nous. Okay. Thank Miss you. Okay. So, everything good? Good. Donc en attendant, c'est là où on a mis le petit déjeuner, quoi. Ok. Et c'est bien. Le site est majestueux. Avant, il y avait un club méditerranéen ici. Mais devant l'instabilité du pays, ils ont abandonné et plié bagages. Le resort est désert,
2 chambres occupées sur les 400 disponibles. Mais le groupe colombien propriétaire y croit encore. C'est un hôtel extrêmement beau. Nous avons 2 kilomètres de plage. Et toutes les 400 chambres ont la vue sur la mer. Et c'est une chose que l'on ne voit pas dans tous les resorts du monde. Nous sommes donc très fiers de ce bel hôtel. Alors comme on a peu de monde en ce moment, on utilise le bar central comme restaurant et bar en même temps. Comme ça, on donne le meilleur service et les clients se sentent plus accompagnés et pas seuls dans un endroit immense sans personne. Avec ce qui se passe en ce moment, nous n'avons qu'une clientèle locale. Mais une fois que la situation s'améliorera, toute la clientèle reviendra et pourra profiter de cette merveille. Le but, faire revenir les Américains, les Canadiens et les Français. Ici, c'est l'endroit où les clients viennent se décompresser totalement. C'est un espace vraiment unique parce que vous êtes en train de recevoir votre massage en écoutant le bruit de la mer. La voix de la mer. On n'a pas besoin de mettre de la musique comme dans des autres spas, de la musique naturelle ici. Ce qui est extraordinaire avec ce pays, c'est que malgré tout ce qui s'est passé, à chaque fois, ça a pu reprendre, ça a pu redémarrer. Donc, ça a été mal, mais on est là pour se relever. On a été les premiers. Il y en a déjà d'autres hôtels qui sont prévus sur la côte. Donc oui, il faut avoir une volonté de faire, mais il faut rester positif. Pourquoi? Parce que c'est un joyau. Un joyau, c'est un diamant non poli. Et donc, disons qu'on a poli la première face. Brice est un optimiste et un défenseur d'Haïti. Pour l'instant, il a dû réduire le personnel. Juste avant les fêtes de fin d'année, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais les premiers clients sont de retour. Un pasteur américain et sa femme. Ils vivent en Haïti depuis bien longtemps. Yes, of course, yes. Il a sa propre télé sur Internet. Et lors du tremblement de terre, il était là, caméra à la main. Nous sommes à Pétionville, où l'on peut voir de nombreuses personnes sans abri, car leurs maisons ont été détruites. En plus de ça, ils n'ont pas d'argent, pas d'eau potable, pas de nourriture. Il n'y a plus du tout de moyens de communication en Haïti. J'étais venu pour 2 semaines de visite en septembre 1975. Et ma passion était de vivre ici. Et je suis ici maintenant depuis 44 ans. Le jour du tremblement de terre, j'étais dans ma maison sur la colline, à Thomassin, près de Port-au-Prince. Quand j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai pris une caméra et j'ai commencé à filmer. Et partout où vous alliez, ce n'était que mort et dévastation. Donc mes premiers 3 jours étaient de prendre des images et je faisais aussi des directs par téléphone sur les chaînes d'infos américaines pour dire ce que je voyais. J'étais en train de remonter sur Delmas, j'ai regardé au sol et j'ai vu un flot de sang dans le caniveau. J'ai filmé et je l'ai suivi pour arriver à un immeuble qui ne ressemblait plus qu'à un millefeuille. Il y avait plusieurs étages et tous les gens de cet immeuble sont morts, écrasés. Le sang s'écoulait comme une fuite d'eau. Le 4e jour, j'ai posé ma caméra. Je ne pouvais plus rien tourner, c'était trop dur. On aurait pu penser que les plus grosses organisations participeraient le plus, mais elles en ont fait le moins. Les petites ONG, comme celle de Sean Penn, qui a installé un camp, ont permis de nourrir plus de 65 000 personnes. Et avant de partir, il aura pu faire construire un foyer pour chacun. Et ça, c'était une toute petite ONG comparée aux grandes comme la Croix-Rouge ou d'autres importantes qui n'ont quasiment rien fait. C'est une très bonne question. Je sais que les Clinton ont levé plusieurs centaines de millions de dollars pour Haïti. Je suis là depuis toujours. J'ai pu arpenter chaque coin du pays et je n'ai jamais vu l'ombre d'une aide venant des millions des Clinton. Retour à Canaan. Il est clair que ce n'est pas ici que les milliards de la communauté internationale ont été investis. Pourtant, tous les habitants sont des victimes du séisme. C'est dimanche. Rosita, la femme de Vognav, est à la maison. C'est un jour consacré à la famille.
C'est les haricots. Ils ne sont pas cuits. Aujourd'hui, c'est dimanche. J'ai de quoi manger pour aujourd'hui. Vous savez, je suis vendeuse de rue. C'est le seul jour où je suis là. Je ne peux pas abandonner la maison. Vognav bricole et Rosita range. Une vie presque ordinaire. Il n'y a qu'une seule pièce dans la maison. La maison n'est pas vraiment présentable. Il n'y a pas suffisamment de chambres pour les enfants. J'ai fait une séparation pour les lits. En attendant, je ne sais pas comment je pourrais améliorer ça. J'ai 2 enfants. Widine, elle a 12 ans. Mai, lui, a 10 ans. Vous savez, les écoles étaient fermées cette année. Ils ont commencé à y aller, mais n'ont pas terminé l'année. Peut-être qu'en janvier, les écoles seront ouvertes, mais je ne sais pas encore comment cela se fera. C'est vraiment difficile. Parce que moi, je fais toutes sortes de commerces. Je vends des petits pains. Quand c'est la saison des mangues, j'en achète et les vends en me promenant. Mais ces derniers mois, quand je descends en ville, malgré la foule, on tire des balles et des gens meurent. Donc quand j'en achète une douzaine, je ne fais quasiment pas de bénéfices. Ça m'oblige à puiser dans mes économies. C'est vraiment difficile. Il n'y a pas de travail, pas de commerce, pas de business. Je n'ai pas pu leur donner leur premier repas. Je suis obligée de leur donner un seul repas par jour. Je ne peux pas en faire 2. Sinon, ils n'auront rien après. Au moins, s'il y avait le commerce, on pourrait vivre. Mais il n'y a pas de commerce. Je vois demain vraiment noir. Je ne peux pas aller à l'école. Le pays est bloqué. Je ne peux pas manger. Je vois le pays bien sombre. Mon papa ne va pas travailler. Ma maman non plus. Nous restons devant la porte de la maison. Quand ils vont vendre quelques bricoles dans les rues, nous ne trouvons rien à manger. Juste en face de la maison, il y a une église évangéliste, construite par les habitants du quartier. Comme tous les dimanches, ici on chante, on danse et on oublie les difficultés du quotidien. Mais on vient aussi assister au prêche du pasteur Jean-Emmanuel. Nous nous présentons devant les trônes des dieux ce matin parce que nous avons besoin de la présence des dieux. Notre pays connaît des situations tellement difficiles. Seulement Dieu qui pourrait nous aider à nous relever. Mais si les parents ne travaillent pas, Seigneur, comment arriveront-ils à effectuer leur devoir, notre Dieu? C'est la raison pour laquelle ce matin nous te présentons ces parents. Nous te présentons, notre Dieu, chaque jeune fille, chaque jeune garçon, notre Dieu qui est prêt qui a des projets, notre Dieu. Mais ces projets se sont étouffés dans l'être. Oh Seigneur, oh, se trouve dans ce pays que tu braques. Notre Dieu, tes regards sur ce pays, parce que tu es le mathématicien par excellence, tu es le maître de l'univers. Là où notre Dieu, notre connaissance nous abandonne, mais toi tu es illimité. Si vous croyez que ce matin Dieu va venir en aide en nous, disons béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Vous pouvez voir qu'au fur et à mesure, ce pays marche de mal en pire. Chaque année, on espère que l'année prochaine, ce sera mieux. En réalité, l'année prochaine sera pire.
lorsque nous essayons de faire une comparaison entre le pays d'Haïti et d'autres pays, nous réalisons qu'il y a une grande différence. Il y a vraiment des grandes balises. Cela prouve qu'il y a peut-être dans certains autres pays, les gouvernements pensent pour le peuple. Mais en Haïti, on voit que c'est différent. Mais on ne connaît pas vraiment la politique à 100%. Seulement, on ne fait que remarquer, que voir les choses. La foi pour oublier la souffrance. Depuis le tremblement de terre, ces églises se sont multipliées, surtout dans les quartiers populaires où l'église catholique a disparu. Une autre religion se développe. Les conversions se multiplient depuis 10 ans. L'islam sunnite a trouvé sa place en Haïti. Dans cette mosquée, pas d'école aujourd'hui. Comme dans tout le pays, toutes les écoles sont fermées depuis des mois. L'imam Abdul Malik est tout de même présent avec quelques fidèles pour le cours d'arabe. Répétez après moi, Inch'Allah. C'est important de savoir ça lorsqu'on dirige la prière. Même si ce n'est que 5 minutes, il peut y avoir une bonne connexion avec Dieu. Je suis musulman depuis 2011. À l'époque, j'étais enfant, et lorsque j'ai vu la façon dont les musulmans se comportaient, comment ils étaient unis pour aider les autres, même les non-musulmans, ce n'était plus une question de religion. J'ai trouvé alors que cette communauté avait vraiment une harmonie, de l'amour. Et ils m'ont donc donné plus l'envie, le désir d'entrer dans leur religion. J'ai appris l'arabe au Guyana et puis en Arabie Saoudite. Ils sont nombreux à s'intéresser à cette religion, surtout quand on fait le dawa dans la rue. Chaque vendredi, nous avons toujours des invités ici. Et les musulmans eux-mêmes sont intéressés à tout apprendre sur la religion. Le dawa est une technique de prosélytisme de l'islam qui consiste à envoyer des missionnaires dans la population pour faire écouter aux non-musulmans le message de l'islam et les convertir. L'imam y tient, il faut faire d'Haïti une terre d'islam. L'islam, pas seulement, vient la prière et puis fini. L'islam englobe tout genre de bagaille ça yo. Et l'important tout, les jeudis, qu'on dit là, yo va visiter frère et m'a rappelé tête moi, m'a rappelé nous, pas limiter seulement avec Kayo. L'important pour nous commencer à aller dans l'hôpital yo, pour nous visiter les malades, musulmans ou non musulmans. Aller visiter les malades. Partage important en pile dans l'islam. Pendant le tremblement de terre, j'étais à la mosquée dès le lendemain et c'est là qu'on a commencé à se faire, à cuisiner, à faire de la nourriture pour donner à ceux qui n'ont pas de choses à manger. Et puis, même s'ils ne savent pas vraiment la religion, mais quand on est en train de la prière, ils restent en silence pour nous écouter. Et puis c'est là qu'ils disent, explique-moi la religion, pourquoi on prie 5 fois par jour? C'est comme ça. Et puis les gens commencent à accepter l'islam parce que nous, on donne tout, Jusqu'à présent, en Haïti, pas de communauté qui montrait que sont méfiants à propos de nous, on comprend ni agressifs envers nous. On comprend toute communauté en Haïti, ils respectent les musulmans et les musulmans tout respectent. Il y en a qui n'attendent ni l'aide de la religion, ni de l'État. Reginald Boulos fait partie de ceux-là. Cet entrepreneur nous reçoit dans son hôtel de luxe. Il a aussi des concessions automobiles et une chaîne de supermarchés. C'est son arrière-grand-père libanais qui est arrivé ici il y a plus d'1 siècle. Un pays où tout était à faire
Et le docteur Boulos s'y croit toujours. Il investit toujours plus. Alors ici, c'est le plus grand centre de convention d'Haïti qui est en construction. Il a commencé à peu près il y a 8 mois. Il pourra contenir environ, en situation théâtre, 1500 personnes. Ce centre est la première étape d'un développement à 3 phases. D'abord le centre de convention. Là où il y avait l'ancien hôtel, le village, c'est une collection d'espaces commerciaux. Et la 3e phase, qui sera jusqu'en face de celle-là, nous allons construire 128 appartements. On est tombé sur une firme de la Grande Chine, c'est une firme chinoise, mais sur ce chantier, il y a 5 Chinois et 95 Haïtiens. Et moi, je dis toujours que Haïti, c'est une question de mise en place du système. Donc, l'indiscipline dont souvent on caractérise les Haïtiens, pour nous, on ne la voit pas ici. Il y a 10 ans, son hôtel avait presque entièrement été détruit. Il a tout refait et espère enfin qu'Haïti va en finir avec ses vieux démons. Vous voyez ici, on a fait pousser des arbres pour tenir d'abord la terre, mais éventuellement, quand l'hôtellerie va reprendre, le projet est de refaire les 50 chambres ici encore. Ce pays a beaucoup d'opportunités. Il y a 60 ans, nous étions 10 $ en plus que le PIB par habitant de la République dominicaine. Nous étions à 710 $, ils étaient à 700 $. Nous sommes à 780 $, ils sont à 6850 $. Donc, c'est 2 choses. Un, c'est triste, parce qu'on a passé 60 ans à faire la marche arrière. C'est quand même encourageant, parce que ça vous montre que sur la même île, ce qu'ils ont fait, on peut le faire. Moi, je dis toujours, nous sommes un malade, couché sur un lit d'hôpital, avec le sérum de la diaspora, qui nous garde en vie, mais nous, on ne fait aucun effort. Vous savez bien, je suis médecin de formation. Si un patient ne veut pas faire d'effort lui-même, le médecin ne peut rien faire. J'ai été un grand supporter du président Jovenel Moïse. C'était un ami que j'ai soutenu dans sa campagne. Et c'est probablement la plus grande déception de ma vie. Parce que j'ai découvert que j'avais affaire avec un imposteur. Et aujourd'hui, les 2 ans de Jovenel, ajoutés aux 5 ans de Martelly, les effets de leur manque de politique, de la corruption de ces 8 dernières années, seront pires que le tremblement de terre. Aujourd'hui, nous sommes en création de la pauvreté. Et ces effets, ça va prendre 20, 25 ans pour les corriger, au moins une génération, et il faut 3 générations pour aboutir à un bien-être pour le peuple haïtien. Celui ou celle qui sera président d'Haïti au départ de Jovenel Moïse aura le plus grand défi économique, social et politique de l'histoire d'Haïti. Pour l'instant, le président Jovenel Moïse est toujours là et appelle au dialogue, mais il gouverne seul. Le budget atteint un déficit record et l'inflation tourne autour de 20%. Le mandat des députés est terminé et pas d'élection législative en vue. La police attend toujours du matériel neuf, la justice est à l'arrêt, la corruption en pleine forme. La liste des problèmes est interminable. Le tremblement de terre de 2010 est bien loin et Haïti souffre toujours autant. Et on estime aujourd'hui que seulement 12% des fonds alloués par les États-Unis ont été effectivement affectés à Haïti. Autre conséquence du tremblement de terre, des dizaines de milliers d'enfants se sont retrouvés à la rue dans des conditions alarmantes. En 2016, le journaliste Daniel Grand-Clément dénonçait leur sort dans un documentaire bouleversant, Les enfants du port, diffusé dans cette émission. 2 ans plus tard, il nous donnait des nouvelles de ces enfants dans un 2e documentaire. Voici le 3e volet, Les enfants du port, La révolte, un film que Daniel Grand-Clément vient d'achever. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes.
10 ans après le tremblement de terre, comme pour célébrer un anniversaire, Haïti s'embrase. Ils marchent, hurlent ou dansent pour contraindre Jovenel Moïse, le président de la République, à la démission. Il faut que Jovenel s'en aille. Jovenel n'est d'aucune utilité pour nous en Haïti. Il nous vole tous. Il fait tuer tous les gens dans la rue. Il faut qu'il s'en aille. Aujourd'hui même. Qu'il n'oublie jamais que le sang va couler pour qu'il s'en aille. Ok, merci. La vie économique est paralysée par le désordre des rues. Les pauvres, encore plus pauvres. Ces gens luttent pour des sachets remplis d'eau potable, qui eux aussi